On a autour de la table pour parler de cet événement éditorial, le moins qu'on puisse dire, Olivier Girard, le chauve du milieu avec les lunettes, qui est le Dirlo, le chef du Bélial, des éditions Le Bélial. Le chauve suivant là-bas, c'est Jean-Sébastien Steyer, un des deux auteurs d'un des deux livres. Alors ils sont devant sur la table, mais alors ceux du fond ne verront pas, mais on va essayer de projeter les couvertures des livres que vous les voyez. Jean-Sébastien Steyer qui est paléontologue au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est au CNRS, mais détaché au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui est co-auteur avec le troisième chauve, c'est-à-dire moi-même, de La science fait son cinéma, qui est un des deux titres. Ça s'appelle une synapomorphie, hein, ce caractère dérivé partagé. Voilà, on rentre déjà dans la technique. D'un des deux ouvrages qui viennent de sortir, La science fait son cinéma, et celui qui est pas encore un chauve, mais qui travaille pour intégrer la collection Parallaxe dignement, Frédéric Landragin. Ça ne saurait tarder. Frédéric Landragin, qui est linguiste, qui travaille à l'ENS et qui a signé Comment parler à un alien. Donc avant d'aborder un peu le contenu, enfin, pour donner un peu une idée de ce qu'on va trouver dans ces deux ouvrages et plus généralement dans les ouvrages futurs de la collection Parallaxe, on va d'abord commencer par Olivier Girard qui va nous parler finalement de la genèse du projet. Alors, bonjour à tous. Donc, Parallaxe, c'est la résultante d'une rencontre. La mienne est... Roland et moi, autour d'une revue qui s'appelle Bifrost, qui est un trimestriel qu'on publie aux éditions du Bélial depuis maintenant 22 ans. On a créé la maison d'édition autour de cette revue. Et en 99, Roland m'a contacté. Oui, c'est ça, exactement. Ça, hein. Je t'ai contacté parce que moi j'avais découvert Bifrost. Voilà, je raconterai un peu comment j'ai trouvé Bifrost, mais j'ai découvert Bifrost et je t'ai contacté, exactement. Ça. Sous le conseil de Serge Lehmann, me semble-t-il, à l'époque. Et Roland m'a proposé, à ce moment-là, d'animer une rubrique dans la revue qu'on a intitulée Scientifiction. Le projet étant de faire dialoguer la science et la science-fiction. Donc ça c'est en 99 si je dis pas de bêtises. Alors je sais plus bien dans quel numéro c'était, mais enfin voilà. Je crois que c'est le numéro 11, ou 11 je crois. Hein. Sachant qu'on vient de publier le 92. On est au 92e numéro là, Bifrost. Ça fait un bail, puisque cette rubrique existe toujours. Et donc tous les 3 mois, dans Scientifiction, Roland se charge de nous parler de science à travers la science-fiction. Au fil des numéros de Bifrost et des publications de la revue, Roland a invité différents scientifiques, des amis, des collaborateurs sur différents sujets, différents spécialistes en fait, pour nourrir sa réflexion autour de la science à travers la science-fiction. Ça c'est la version théorique, c'est vrai que c'était pour nourrir ma réflexion, puis de temps en temps j'étais un peu à la bourre, et je disais est-ce que j'ai pas un pote qui peut me faire un texte bonnard et qui me sauvera la vie pour la prochaine deadline. Et c'est arrivé aussi comme ça, pas que mais aussi comme ça. Et donc c'est là où on peut intervenir d'autres scientifiques dans la rubrique. Soit en co-auteur, on a eu par écriture commune, soit en écriture en frontale, c'est-à-dire l'auteur seul, quoi, qui était responsable, je veux dire, unique responsable de son texte. Et donc toutes ces publications commençaient à faire pas mal de matière hein, finalement. Et au fil du temps, on a commencé à se demander ce qu'on pouvait faire de tout ça, et puis à la fois de ce qu'on publiait, et puis de cette idée de dialogue entre la science et la science-fiction. Sachant que nous, parallèlement au Bélial, à côté de la revue Bifrost, évidemment, on publie un certain nombre de bouquins, et que nous, on a une appétence assez marquée au sein de notre catalogue vis-à-vis d'auteurs, ce qu'on appelle un peu de hard SF, donc des auteurs qui publient de la science-fiction, mais assises sur des bases scientifiques solides. Je pense par exemple à Greg Egan, Peter Watts ou Stephen Baxter, qui sont tous des auteurs qu'on défend beaucoup au sein des éditions du Bélial. Parallèlement à ça, donc Roland a commencé
Se servir de ce matériau pour finalement publier des bouquins, mais pas au Bélial, chez différents éditeurs. Il me semble que tu as commencé autour de Superman, je crois. Alors ça, c'était un article que j'avais publié dans Bifrost sur Superman et qui est devenu un bouquin complet que j'ai publié il y a longtemps maintenant chez DP Science. Ouais. Il y avait des choses sur Star Wars, alors qui a toute une grande histoire, mais qui a commencé par un article au Bélial, un petit article, enfin une rubrique science-fiction au Bélial, et puis ensuite il y a eu des recueils aux éditions Le Pommier, qui eux sont des éditeurs scientifiques, donc qui avaient, disons, pertinence à éditer des textes de science, fût-ce des textes de science prenant la science-fiction comme prétexte. Alors que le Bélial, c'était un éditeur de science-fiction et pas un éditeur de science. Exactement. Et puis finalement, à force d'en discuter régulièrement, de se voir, de nourrir des projets divers et variés, on s'est dit mais c'est un petit peu ballot, pourquoi pas réfléchir à faire ça chez nous finalement. On a l'espace, on a le savoir-faire éditorial, on a un petit peu de cerveau, notamment celui de Roland en l'occurrence, quoi. Donc essayons de mettre un petit peu les choses en œuvre. Et moi ce qui m'a beaucoup excité là-dedans, au-delà encore une fois de l'intérêt vis-à-vis de la science qu'on développe en termes de fiction au Bélial, c'est que ce projet-là, donc Parallax, qui s'est concrétisé sous le nom de Parallax, représentait un espace éditorial inédit en France. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'existe pas de collection dédiée au dialogue SF-science. Et ça, moi, ce nouveau territoire-là, cette dimension nouvelle, m'excitait particulièrement, quoi. Donc on en a beaucoup discuté. Et par science, il faut comprendre, on va le dire tout le temps science, mais par science, il faut bien entendu comprendre. Et on le voit d'emblée, c'était ça aussi la volonté initiale, sciences dures et sciences molles, ou sciences humaines et sciences inhumaines. Vraiment, c'est les sciences au sens le plus large du terme, et c'est déjà représenté d'emblée entre, disons, biologie physique pour l'un des deux livres et plutôt même franchement linguistique, donc disons plutôt sciences humaines pour le second. Et cette volonté, elle sera, on en parlera tout à l'heure, mais dans le futur, elle sera affirmée, elle continuera à être affirmée. C'est science au sens très large, évidemment. Avec une ambition centrale qui est évidemment celle de la vulgarisation. Enfin, c'est de ça dont on parle. Évidemment aussi, c'est de la vulgarisation, c'est-à-dire parler au plus grand nombre. Alors, bien sûr, le fait qu'on choisisse la science-fiction, ça polarise un peu le lectorat potentiel, c'est-à-dire des gens qui connaissent un peu de science-fiction, mais ce n'est pas évidemment obligatoire, parce qu'on fait référence à des œuvres. Alors, pour le coup, la science et son cinéma et des œuvres cinématographiques. Donc, quand moi je parle de science avec la SF, c'est beaucoup le cinéma. J'utilise beaucoup le cinéma. Jean-Sébastien aussi, parce que ce sont des œuvres très connues. Donc quand on veut parler à un grand public, quand on parle d'œuvres qu'il connaît, mais il y a aussi la volonté de faire découvrir des œuvres littéraires ou cinématographiques moins connues. Dans le cas de Frédéric, il y a beaucoup d'œuvres littéraires qui sont utilisées et évidemment aussi de la SF cinématographique, on abordera ça tout à l'heure, qui est utilisée. Donc c'est vraiment les supports de la SF pour parler au plus grand nombre, pour diffuser les connaissances, et il ne s'agit pas d'exclure une catégorie de lectorat potentiel, ceux qui n'aiment pas les sciences mais qui aiment la SF disent « Ah oui, mais il y a trop de sciences, je ne veux pas en lire », ou alors ceux qui aiment les sciences mais qui ne connaissent rien à la SF disent « Ah oui, mais il y a de la SF dedans, je ne vais pas en lire ». Il faut vraiment que ça puisse plaire à tout le monde et qu'on puisse s'y retrouver et avoir du goût pour le morceau manquant, si tant est que le lecteur ou la lectrice visée est un morceau manquant. Parce qu'on le voit ici aux Utopiales, on voit par votre présence à cette table ronde, et on le voit ici aux Utopiales, en fait, les amateurs de SF aiment bien les sciences en un sens très large, et puis il y a beaucoup d'amateurs de sciences, encore une fois sens très large, qui ne sont pas dégoûtés par la SF aussi. Et donc une fois qu'on a un petit peu ciblé, à force de discussion, nos ambitions, ce qu'on voulait faire, etc., et puis qu'on a, voilà, enfin, l'idée de base évidemment aussi c'était que Roland prenne à bras le corps le projet, c'est-à-dire qu'il soit le directeur de la collection, parce qu'après tout il est vraiment au cœur de la machine à travers la rubrique science-fiction et maintenant Parallax. C'est mis en place le travail éditorial, c'est-à-dire quel projet, enfin quel texte, comment on les présente, quelle sera la tronche des bouquins, avec qui on va travailler, illustration, pas illustration, etc. Donc ça a été une maturation assez longue. Oui. On a décidé avec Erwan, qui travaille au Bélial avec moi, de faire appel à un illustrateur
unique qui va s'occuper de toute la collection, un petit peu comme, je sais pas si vous connaissez la collection Une heure lumière qu'on fait au Bélial aussi, qui est illustrée par un seul illustrateur sur tout ce qu'on sort. Là, on a décidé du même procédé. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le même illustrateur, c'est quelqu'un qui s'appelle Cédric Bucaille. C'est quelque chose c'est un illustrateur avec lequel on travaillait déjà un petit peu. Oui, parce qu'il y a eu un projet initial qu'on a mené à terme avec Roland autour de Star Wars, qui aussi nous a un petit peu décanté l'idée. Oui. Parce qu'il se trouve que ce bouquin a plutôt bien fonctionné et qui était lui-même illustré par Cédric avec des illustrations couverture et intérieur. On a décidé d'appliquer le même procédé sur la collecte et ainsi est né Parallax, quoi. Voilà pour la genèse. Voilà, c'est vrai que c'est une longue histoire et moi je suis assez content qu'on ait pu aboutir parce que on peut préciser quand même que pour le Bélial c'est aussi une aventure un peu différente parce que Bélial c'était de la science-fiction. Plein de science-fiction, plusieurs collections, plusieurs formats, etc. Mais là, maintenant, on est dans la vulgarisation scientifique. Évidemment, il y a de la science-fiction dedans, mais c'est de la vulgarisation scientifique. Absolument. Donc c'est quand même l'arrivée du BLL dans une discipline non balisée déjà par son expérience passée. Ce qui pose, qui plus est, un certain nombre de problèmes très très pratiques. C'est-à-dire que vis-à-vis du libraire, où on place le livre, ça paraît tout bête, mais c'est une vraie question. C'est-à-dire est-ce qu'on le met en littérature de science-fiction? Est-ce qu'on le met dans le rayon science? Donc ça, c'est des vrais débats qu'on mène avec notre diffusion au quotidien. On tâtonne encore un petit peu. Moi, je pense que la vraie solution, c'est que c'est au libraire de choisir, bien évidemment. Mais c'est pas toujours aussi simple que ça en fonction des points de vente. Quelle légitimité, nous, on a au Bélial vis-à-vis des éditeurs scientifiques, ça aussi, des lecteurs de sciences. Donc c'est un vrai travail de fond, c'est une remise en question aussi pour nous. C'est une nouvelle corde à notre arc. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un espace éditorial unique à ce jour. Un endroit où la science dialogue avec la science-fiction, et ça c'est vraiment génial, enfin en ce qui me concerne. C'est comme ça aussi qu'on a finalement tombé sur le nom de la collection, Parallax. Là vous le voyez, puisque finalement c'est bien, super Frédéric, tu es vraiment un pro. La Parallax est un champ, c'est vraiment, on sent ça rigole pas. Elle est là. La Parallax est un changement de perception de notre environnement dû à un changement de point de vue. J'arrive encore à lire à cette distance, tout va bien. Et donc c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire ce décentrement qui est finalement au cœur de la science, d'abord d'essayer de penser le monde différemment, ceux qui ont vu ma conférence sur la téléportation, vous voyez que le monde quantique c'est quand même assez différent du monde réel dans la façon dont les objets vivent, dont les objets sont à discuter. C'est la même chose en cosmologie ou dans d'autres disciplines de science évidemment, quand on parle d'un passé lointain où il n'y avait pas d'humains et des êtres dont on a que quelques petits morceaux de trouver à grand-peine. Donc il y a cet espace de décentrement qui arrive en science nécessaire pour imaginer des nouvelles descriptions plus pertinente du réel, quelle que soit d'ailleurs la discipline scientifique, et où la science-fiction, ce décentrement est au cœur de la science-fiction, alors qu'on puisse imaginer même dans les racines historiques de la science-fiction, que ce soit les contes philosophiques à la Micromégase ou comme Ouzbek Erika, enfin comme les lettres persanes, où il y a l'idée on change de position, ou même Cyrano de Bergerac, Histoire et Empire, histoire comique des États et empires de la Lune, on change d'endroit pour mieux regarder de loin le monde dans lequel nous sommes. Alors, dans ces œuvres-là, c'est plutôt des positions sociales, politiques, sciences humaines, pour discuter, critiquer notre monde, mais il y a aussi d'avoir ce point de vue de Sirius, on peut aussi l'avoir en science, et c'est exactement l'ambition de la collection Parallax, c'est-à-dire faire ce détour par l'imaginaire, par ces mondes imaginaires, non pas pour les critiquer, pour les démonter, dire « Ah, tout ça, c'est de la science-fiction », comme on entend trop souvent dire de façon péjorative, c'est « Non, on aime ». Évidemment, l'éditeur, c'est le moins qu'on puisse dire, les auteurs, évidemment, et les futurs auteurs aussi, aiment la science-fiction, mais c'est vraiment prendre du recul sur ces mondes, passer par ces mondes imaginaires pour prendre du recul sur notre monde et mieux y revenir, mieux le comprendre, alors avec tous les outils qui sont issus des sciences humaines et des sciences inhumaines, de sorte que ce monde soit enrichi par ce détour et que ce ne soit pas un détour forcé, un détour auquel on n'a pas envie de participer, mais qui nous fasse ce voyage, nous fasse prendre de la hauteur et mieux comprendre, voir différemment notre monde. Donc c'est ce mot parallaxe qui à la fois évoque les sciences, parce que les parallaxes, la quête de la parallaxe en astronomie, ça a été la quête de la mesure de la distance des étoiles.
extrêmement important, parce que si vous imaginez, là un peu, je vous mets un aplat d'histoire des sciences, si on imagine que le Soleil est au centre de l'univers, au centre du système solaire, et que la Terre tourne autour du Soleil, alors les étoiles, on devrait voir des petits mouvements des étoiles dus au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. Et l'argument de la Terre centrale et du Soleil qui tourne autour de la Terre était justement: je ne vois pas, personne ne voit ce petit mouvement dû à la parallaxe, au changement de position de la Terre, donc la Terre ne change pas de position. Non, la bonne solution, c'était la Terre change de position, mais ces petites variations, ou plutôt la distance des étoiles est si considérable qu'on ne le perçoit pas si on n'a pas la bonne qualité de mesure. Et donc il faut rentrer dans un détail très précis, être capable de mesurer très précisément cette parallaxe pour réaliser que la Terre tourne autour du Soleil. Et donc cette quête de la parallaxe a été motrice de la justification de l'apport de la preuve physique de la révolution de la Terre autour du Soleil, qui n'était, jusqu'à cette découverte de la parallaxe, 1831 par Bessel, qu'une hypothèse plausible, plus fonctionnelle, mais qui n'était qu'une hypothèse. Donc voilà encore, on est dans l'hypothèse, on est dans la description, dans la modélisation, dans la quête, dans le mot technique parallaxe. C'est une collection de sciences. Alors c'est vrai qu'on a un mot qui fait plus volontiers référence aux sciences dures qu'aux sciences humaines, mais il y a cette idée de décentrement, de changement de position pour mieux revenir sur Terre. Donc voilà un peu l'ambition intellectuelle de la collection Parallaxe, avec deux premiers ouvrages dont vont nous parler maintenant Jean-Sébastien Steyer et Frédéric Landragin. Le premier, donc La science fait son cinéma, d'abord dont Jean-Sébastien va nous parler, et puis ensuite Frédéric nous parlera de comment parler à un alien. Jean-Sébastien. Oui, alors La science fait son cinéma, c'est une aventure en fait de diffusion des connaissances, de vulgarisation des sciences, en utilisant en fait le cinéma science-fictionnel, la science-fiction au cinoche. Dans science-fiction, évidemment, vous l'avez très bien dit, il y a science. Donc on change de position, on change de regard et on extrait en fait les sciences. On s'amuse à faire des sciences physiques avec Roland et sciences naturelles avec moi dans les science-fiction. Donc on parle d'anatomie comparée de Godzilla. Est-ce que Godzilla, par exemple, est un dinosaure? Est-ce qu'il est aussi terrestre que ça, en fonction de sa masse, en fonction de sa biomécanique? On considère en fait les films de science-fiction, les grands films de science-fiction, pour toucher un maximum de monde finalement. Godzilla, on parle aussi de Interstellar, Seul sur Mars, La Chose aussi. Tout ça est soigneusement rangé dans un sommaire, enfin un chapitrage logique, si je puis dire. Et donc on se lance dans ces enquêtes scientifiques en considérant les films finalement comme des énoncés, soit de physique, soit de bio, ou de SVT si vous voulez, et puis on essaie de démêler la part de réalisme, la part de plausibilité, la part de fiction, puisque Godzilla, évidemment, c'est pas un documentaire scientifique sur la vie des dinosaures ou des reptiles marins du Jurassique, on est d'accord, mais c'est tout là l'intérêt, en fait, je pense, alors je suis pas objectif parce que je suis co-auteur du livre, et l'intérêt en général de la collection, et je voudrais même enfoncer le clou en remerciant bien sûr l'éditeur qui fait confiance aux scientifiques pour s'exprimer. Ça, c'est pas évident parce qu'il a lui-même des réflexions, pas des soucis, mais des réflexions sur comment positionner l'ouvrage, parce que ça te met un petit peu le cul entre deux chaises, excuse-moi de l'expression, mais c'est un petit peu ça. Et puis Roland lance cette collection, et merci aussi Roland, parce que le milieu académique, tu parlais un petit peu Roland du côté un peu péjoratif de la science-fiction parfois. Et dans le milieu institutionnel ou universitaire académique, des fois la science-fiction c'est péjoratif aussi. C'est un petit peu comme, si vous voulez, le lamarckisme au 19e. On pouvait adhérer aux théories de Lamarck, mais il ne fallait pas trop le dire. Bon, dans la vie des labos, vous pouvez lire de la science-fiction et être un fan de science-fiction, mais des fois, alors ça dépend du directeur ou de la directrice de labo, ça dépend des collègues, etc., mais il ne faut pas trop le dire. Et là, enfin,
On a un support, on a une collection pour s'éclater, nous scientifiques, pour parler de sciences humaines, sociales, sciences nat, sciences physiques. Et je pense que cette collection ne fait que de démarrer. Bien sûr, parce qu'encore une fois, ça passera d'autant mieux auprès des institutions qu'on parle de science, évidemment. On n'est pas là pour vendre des cravates, on est là pour parler de science. Mais pour en parler de façon aimable, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire fuir le lectorat ou de l'ennuyer. Enfin, en tout cas, c'est notre ambition de ne pas l'ennuyer. Il faut que ça soit intéressant, qu'on apprenne des choses. Et en même temps, si on est de l'autre côté lecteur de science-fiction, on n'est pas là non plus pour dire « Ah, tout ça, ça marche pas, ils ont fait n'importe quoi, tous ces films, c'est pas bien fait finalement. Nous, si on avait fait, ah, ça aurait été vachement mieux. » Non, le film, il est bien ou il est pas bien, ou l'œuvre, elle est bien ou elle est correcte. Elle est intéressante ou pas intéressante, pour des raisons qui sont tout à fait différentes de la qualité du traitement des sciences, quelle qu'elle soit, dans l'œuvre en question. Donc l'idée, c'est vraiment finalement de clamer notre amour de la science-fiction, de pas la détruire, de pas détruire la part de rêve. Le rêve, ce n'aurait pas d'ignorance, de toute façon. Donc on n'est pas, c'est pas moins merveilleux ces vaisseaux spatiaux ou ces monstres extraordinaires ou ces extraterrestres incroyables. Ils sont pas moins intéressants au prétexte qu'on comprend mieux ou qu'on comprend différemment. C'est une lecture différente et c'est une tentative d'éclairer ces mondes d'une autre façon, de les enrichir. Et c'est aussi ce que fait évidemment Frédéric là pour le coup avec une discipline. Alors là, tout à l'heure Olivier disait c'est un espace éditorial nouveau, cet entremêlement entre science et science-fiction. Mais là, pour le coup, s'il y a une discipline qui est à la fois est dans cet interstice éditorial spécial et en plus de ça, en tant que discipline, peut vulgariser déjà en amont la physique, on trouve plein d'ouvrages de physique, la biologie, on trouve plein d'ouvrages de biologie, la linguistique, on trouve des ouvrages de linguistique, mais des ouvrages de linguistique pour les nuls, il n'y en a pas beaucoup. Et là, c'est un peu la gageure aussi que Frédéric a accepté de relever. Voilà, alors donc moi, c'est très bien, j'ai le contrôle de l'ordinateur, donc je vais pouvoir montrer. Je suis tout, vous êtes sous mon contrôle. Je vais aussi dire des remerciements, parce que quand même... Alors moi, j'ai commencé à participer à Scientifiction, je crois, à partir au numéro 76, donc ça remonte beaucoup moins loin que Roland, mais je suis venu le voir à la fin d'une de ses confs, qui portait sur la science dans Star Wars, que vous avez vu sans doute, et je lui ai dit ok, la vulgarisation, moi j'adore, mais je trouve que quand même ça porte beaucoup sur la physique, sur les sciences dures en général, et moi dans tous les bouquins que j'adore en science-fiction, il y en a qui parlent de langue, il y en a qui mettent en scène une langue inventée, comme Tolkien, etc. Il y en a, et alors là, ça tombe bien parce que c'est l'image de la couverture d'un roman de Ian Watson qui s'appelle L'Enchâssement. On va changer ton nez sur la page. Je ne sais pas si c'est un hasard que ce soit celle-là qui apparaisse ou si elle est figée. Mais en tout cas, donc je dis un grand merci à Roland de m'avoir fait confiance pour... quelques articles dans Scientifiction qui ont amené donc à ce livre, et merci à Olivier et à Rouen aussi par l'occasion pour m'avoir fait confiance pour la postface de L'Enchâssement, puisque je crois que c'était la première fois qu'on s'était rencontrés, que je lui avais dit voilà, moi je suis linguiste, je m'intéresse aux langues telles qu'elles sont mises en scène par les auteurs de science-fiction, et il m'avait dit tiens Justement, on est en train de republier L'Enchâssement. Voilà. L'Enchâssement. Et donc en faisant ce travail-là, j'ai fait un travail de chercheur, c'est-à-dire je suis allé voir ce qui avait déjà paru dans le domaine donc de ce qui s'est appelé la linguistique fiction, on remplace le science de SF par la linguistique, et du coup ça m'a amené à réfléchir sur mais finalement c'est quoi une linguistique fiction? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un héros qui soit un linguiste? A priori c'est pas mal, mais ça suffit pas. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une langue un peu exotique qui apparaisse dans les dialogues entre les membres de sociétés aliens ou humaines, même, mais humaines dans un futur plus ou moins proche ou lointain?
Donc ça aussi, c'est pas mal d'avoir des mots nouveaux, ce qui a été étudié par des chercheurs sous le terme de novum aussi. Enfin, il y a les mots inventés, les novums. Enfin, il y a tout un tas de théories qui parlent un petit peu de ça, mais que le grand public ne connaît pas trop parce qu'il n'y a pas vraiment eu de livre de vulgarisation sur ces aspects-là. Et du coup, bah voilà, j'en suis arrivé à proposer ce livre-là avec donc, qu'est-ce que c'est que la linguistique fiction ? Finalement, à partir du moment où la SF reprend un petit peu l'ordre, c'est-à-dire à quel moment une langue apparaît, que ce soit dans la planète X ou Y pour le Klingon ou le Na'vi ou autre chose, comment elle évolue, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme langues qui seront parlées par nous dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. Donc origine et évolution des langues. Et puis il y a toutes les langues, donc je citais le Na'vi et d'autres, le Klingon, et puis les langues de Tolkien. Finalement, est-ce qu'elles sont bien construites ? C'est quoi une langue ? Finalement, est-ce que le fait de voir ces exemples-là dans la SF nous permet de mieux comprendre comment le français ou l'anglais sont constitués ? Et donc ça m'a amené à regarder les auteurs qui avaient exploré des facettes de la linguistique qui ont des noms un peu barbares comme la prosodie, la syntaxe, la sémantique, la pragmatique. Donc ce sont ces aspects-là que j'essaye d'expliquer, ce qui n'est pas toujours très facile parce que dès qu'on parle de langue, c'est complètement abstrait. C'est pas comme en physique où on peut dire, on prend une pomme, on la fait tomber et hop, ça donne un exemple bien concret sur lequel on s'appuie et on peut en faire une explication. En linguistique, tout est un peu fluctuant et c'est un peu plus difficile. Enfin, c'est un autre exercice, on va dire. Voilà, et donc ça mène au fil rouge du livre qui était finalement là où tous les éléments interagissent en même temps, c'est le premier contact avec des aliens. D'où le titre « Comment parler à un alien » et d'où également un film que vous avez sans doute vu qui s'appelle « Premier contact » de Denis Villeneuve, qui est sorti en 2016, si je ne me trompe pas, et qui a été, en fin de compte, le point commun entre les deux bouquins. Parce qu'on a collaboré tous les trois pour un article de science-fiction où chacun d'entre nous apportait sa brique sur l'analyse de ce film-là. Donc moi, pour les aspects qui portaient sur la langue et l'écriture aussi, sous la forme des cercles, je ne sais pas si vous les voyez, des cercles avec des petits éléments qui ont un contenu, qui ont un sens. Roland sur les aspects physiques, mais alors qui relèvent peut-être plus du livre dont le film est tiré, donc qui est une nouvelle longue de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie et qui est publié dans le recueil La Tour de Babylone. Maintenant chez Folio SF. Ouais. Et Jean-Sébastien sur les heptapodes. Alors je ne sais pas qui veut continuer. Oui, alors c'est vrai que cet article, on l'avait fait à trois parce qu'il y avait pour une fois dans un film qui mêlait intimement, qui mettait au premier plan un personnage féminin scientifique, ce qui n'est pas si fréquent, linguiste en supplément, donc une science humaine, et il y avait des éléments, alors dans le film de physique un peu, les extraterrestres, les heptapodes disposent d'une technique quand même assez stupéfiante, et des éléments d'heptapodes, des êtres extraterrestres que l'on voit et qui n'ont pas, qui sont pas dans l'extraterrestre humanoïde canonique quand on veut représenter un être intelligent. Donc il y avait des choses à dire très intéressantes parce que le choix, la représentation visuelle de ces heptapodes était très différente du choix canonique, disons, de l'humanoïde. Alors cette combo linguistique, physique et biologie était vraiment très forte.
et a fortiori dans la nouvelle, parce que dans le film on comprend pas bien pourquoi le héros, enfin pas le héros mais le sidekick de la scientifique est un physicien. Il faut qu'il soit un garçon parce qu'à la fin ils vont faire un enfant, mais qu'il soit un physicien, bon ça aurait pu être un peu n'importe quoi. Il faut qu'il soit un peu intelligent parce qu'il va réfléchir, mais c'est tout. Et dans la nouvelle en revanche, il y a une vraie raison pour laquelle c'est un physicien et pas une autre discipline scientifique. Donc voilà, ce mélange-là et cet aller-retour était aussi à la fois de liens disciplinaires, mais aussi d'aller-retour entre la nouvelle qui a inspiré le film et le film, dont la façon dont le film a représenté ce qui est dit dans la nouvelle, ce qui n'est que dit et qu'il faut représenter, plus les variations toujours un peu nécessaires, disons, dans le cinéma par rapport à un texte littéraire. Et donc voilà, c'était cette nouvelle. Olivier d'ailleurs nous a failli faire une embolie parce que quand on lui a dit bon on arrive, on va pas te dire combien de signes mais il y en a beaucoup. Alors on sait que d'habitude c'est 20 000, il y en a plutôt moins de 60, mais pas beaucoup moins. Donc là évidemment bam, l'éditeur a dit ça va être chaud, donc bon il a bah, voilà, comme il fait souvent, hein, il a étalé Bifrost pour faire un numéro plus épais au risque de se briser un bras et ça tire lire. Et puis finalement on s'est dit bah voilà, ça c'était aussi quelque chose qu'on en a pu avoir à l'occasion de donner tous les trois, pas tout le temps parce que c'est compliqué d'avoir 3 emplois du temps en phase, en conférence tous les 3, on a fait ça une fois à l'école Polytechnique, c'était avec les étudiants, on s'est vraiment bien marré. Et donc voilà, ça a été aussi, cette œuvre-là a été aussi motrice de lancer le coup. On a dit vraiment, là, il y a quand même quelque chose, et on peut tirer le fil d'une œuvre emblématique comme, alors d'abord l'enchâssement dont tu as parlé, où là vraiment la linguistique joue un rôle très fondamental. Dans évidemment Premier Contact, et puis nous on avait du cinéma à mettre, allez boum on a mis ça. Donc il y a une sorte d'overlap où il y a un tout petit peu de linguistique chez nous et beaucoup de physique et biologie, et puis un tout petit peu de physique biologique, un tout petit peu de contexte physico-biologique, et beaucoup évidemment de linguistique dans la partie dans l'autre ouvrage. Donc voilà, peut-être on va laisser Jean-Sébastien d'abord nous dire des choses sur les heptapodes. Voilà, ça pour vous montrer un peu comment... Alors là, c'était le bon exemple, parce que c'est un peu transverse aux 2 livres et à toute la philosophie générale de Parallaxe. Mais on va prendre cet exemple pour vous montrer un peu voilà, ce qu'on peut dire, ou du moins des rudiments ou des éléments de démarrage de ce qu'on peut dire sur cette œuvre-là. Jean-Sébastien, je te laisse démarrer sur les heptapodes. Oh, ok. Donc le pitch pour ceux qui n'ont pas vu le film ou lu la nouvelle... En fait, des sortes d'engins extraterrestres bizarroïdes, en fait, très allongés et ovoïdes débarquent à différents endroits sur Terre. Il y a des équipes d'abord militaires et ensuite scientifiques de par le monde qui vont essayer de comprendre les intentions des extraterrestres. Et puis on suit l'aventure donc de cette linguiste femme et de ce physicien homme nord-américain qui vont à la rencontre de ces extraterrestres pour mieux connaître leurs intentions justement, et puis éviter la crise mondiale parce que ça commence à s'agiter un peu partout. Et puis ces extraterrestres ont vraiment quelque chose à nous apprendre. Alors en termes de morphologie déjà, ils sont intéressants parce que comme Roland l'a bien dit, on est en présence en fait d'extraterrestres intelligents qui ne nous ressemblent pas. Déjà, ça c'est un point important parce qu'en général, dans la science-fiction mainstream, vous avez des trucs intelligents qui, comme par hasard, sont humanoïdes ou anthropomorphes. Alors ça peut s'expliquer aussi pour des raisons scénaristiques ou plutôt cinématographiques. Bon, la science-fiction étant faite par des humains pour des humains, il faut faire passer aussi des messages. Et quand quelqu'un vous ressemble, c'est peut-être plus facile de faire passer des sensations, des sentiments, que quand vous avez une forme de vie microscopique ou une espèce de sphère sombre, sans yeux, sans oreilles, dont vous ne savez pas quel est l'endroit de l'envers, etc. Si vous avez vu le Blob, on comprend que ses intentions sont malfaisantes, mais en le regardant comme ça, savoir s'il est content d'avoir mangé un humain, c'est pas facile à dire. Voilà, et puis alors on évite un petit peu quand c'est un avis, on comprend quand ils sont contents, on comprend quand ils sont pas contents. C'est des humains. Bon, ils ont pas de nombril, les femmes d'avis ont pas de tétons, ils ont 4 doigts. Mais essentiellement, on arrive à lire leurs intentions facilement. Et puis quand vous avez Superman, alors là c'est le classique de l'humanoïde, puisque c'est un humain, enfin un extraterrestre, hein, évidemment. C'est pas un super-héros Superman, hein, c'est un kryptonien, donc qui vient de la planète Krypton, et on a pris
un acteur, hein, on lui a mis en fait une cape, un slip rouge, et puis il joue le rôle de l'extraterrestre. Des fois, ça se limite à ça. Hein. C'est bon, sur le pantalon, c'est quand même Donc voilà. comme subtilité. C'est quand même, on voit qu'il est extraterrestre au moins à cause de ça. Donc moi, au niveau anatomie, quand c'est de l'humain, enfin de l'humanoïde, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Par contre, effectivement, sur ces heptapodes, d'ailleurs, c'est bien défini dans le livre, et puis dans le film, dans l'adaptation, on a des espèces de poulpes, pour faire très simple, hein, des grandes formes, des grands extraterrestres qui font plusieurs mètres de haut, avec des tentacules qui vivent dans une atmosphère apparemment froide et qui se déplacent d'une manière très légère. Alors ils sont, Roland nous l'expliquera, ils sont capables de manipuler la gravité, donc déjà intelligence plus par rapport à la nôtre, parce que c'est pas notre cas. Les Chinois veulent écrabouiller les extraterrestres. Il faut pas emmerder ceux qui manipulent la gravité. Hein. Ça, c'est mon opinion de physicien. Si le gars, quelle que soit sa tête, même s'il a l'air gentil, il manipule la gravité devant vous, vous en faites un ami. Enfin, pas un ennemi. C'est sûrement pas un ennemi. Hein. Et indépendamment de sa tête. Ça veut dire qu'il a un niveau très supérieur à nous. Surtout s'il fait 4 mètres de haut à peu près et qu'il a 7 tentacules et qu'il est capable de vous latter d'une simple petite baffe à coups de tentacules. Donc effectivement, les heptapodes, alors ils sont bien décrits dans la nouvelle, on les voit assez bien dans l'adaptation de Villeneuve. Hepta, bon, bah, c'est 7 en grec, et podos c'est le pied, donc c'est des trucs céphalopoïdes, on va dire, à 7 membres, 7 tentacules, mais on ne sait pas trop justement ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. On observe en fait des formations assez sombres, assez élancées, avec une peau, hein, une sorte de derme ou de cuir qui évoque un peu d'ailleurs le cuir des éléphants dans le film. Il n'y a pas d'yeux, ou alors on ne les voit pas trop. Ils sont un peu dans la partie supérieure en fait de l'organisme. Et ce qui est assez intéressant d'ailleurs au niveau investigation scientifique et la méthode que j'applique moi en tant que paléontologue quand j'essaie d'identifier un fossile que je trouve en France, au Maroc ou ailleurs, c'est la même que j'applique en fait sur les heptapodes. J'essaie de classer les heptapodes dans la classification phylogénétique du vivant terrestre, bien sûr, et puis ça marche ou pas, et souvent ça marche pas, et c'est ce qui rend finalement la rencontre avec l'heptapode intéressante. Si ça marche pas, pourquoi? Quel caractère présente-t-il? Alors, heptapode, ça n'existe pas sur Terre. En général, vous êtes soit tétrapode, c'est notre cas, vous avez 4 membres, hein, 2 jambes, 2 bras, ou alors vous avez 6 pattes. Alors un peu plus parfois, hein, ou un peu moins, hein, ça dépend, mais 7, déjà, c'est pas un nombre pair. Pourtant, ces extraterrestres bizarroïdes présentent une symétrie, mais qui n'est pas comme la nôtre. Il n'y a pas de côté de gauche, il n'y a pas de côté droit plus ou moins symétrique, il y a une symétrie radiale. Alors, ça existe quand même, hein, sur Terre et notamment dans les océans. On pense aux méduses, par exemple, qui ont une symétrie radiale, c'est-à-dire que l'animal se construit, entre guillemets, tout autour d'un axe vertical. C'est le cas de ces trucs-là bizarroïdes, mais qui ne sont pas des méduses, parce qu'il y a une peau un peu plus dure. Et puis, dans le film, on devine en tout cas des sortes d'articulations à chaque endroit où ces sortes de tentacules, en fait, bougent. Alors, qui dit articulation à l'intérieur d'une enveloppe, dit plutôt une structure, quand on compare toujours ces heptapodes avec la biodiversité connue sur Terre, une structure plutôt de type tétrapode, hein, avec un squelette à l'intérieur. En fait, vous avez plusieurs solutions sur Terre pour avoir un succès évolutif au cours de votre vie. Soit vous avez un squelette interne, donc endosquelette, c'est notre cas à nous, tétrapode, et c'est le cas de tous les vertébrés, que vous ayez des pattes ou pas, hein, chez les poissons, entre guillemets, vous avez des vertèbres, bien sûr, et puis des nageoires rayonnées, éventuellement cartilagineuses chez les requins, et vous êtes un vertébré avec un squelette à l'intérieur. Vous pouvez avoir un squelette à l'extérieur, hein. C'est le cas des insectes, on parle d'exosquelette, et c'est le cas de tous les arthropodes, tous les trucs grouillants, dégueulasses, comme les mille-pattes, les blattes, bien sûr, les insectes, et c'est une autre
forme de vie assez intéressante parce que ce ne sont pas les mêmes molécules organiques qui vont composer votre squelette externe. C'est d'autres protéines, d'autres molécules. On pense à la chitine notamment, assez résistante d'ailleurs. Il y a d'autres protéines que la chitine qui rentrent. Donc voilà, on peut dérouler la bobine assez loin, juste en analysant en fait l'anatomie, la morphologie des heptapodes et en essayant de les classer. On peut parler justement de phylogénie, c'est-à-dire d'études de relations de parenté, en essayant au forceps de faire rentrer les heptapodes dans le grand arbre du vivant sur Terre, et puis on se pose des questions. Finalement, si l'humain les rencontre dans leurs vaisseaux spatiaux, dans cette atmosphère un peu bizarroïde, ils reconstituent l'atmosphère en fait de chez eux. Hein. C'est une atmosphère a priori assez froid. Or, ce sont des organismes assez grands, assez imposants. Donc, ça suggère déjà, rien qu'à le voir, une thermorégulation, c'est-à-dire une gestion interne de la température corporelle assez active. Hein. Donc raison de plus pour pas trop les enquiquiner. Ouais. Alors, si on voit que l'idée aussi, l'ambition, c'est à la fois de parler de connaissances, des faits scientifiques, mais aussi de méthodes. Là, tu utilises la méthode du paléontologue, de la biologie comparée, pour parler. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de montrer comment se comporterait, sur cet exemple-là en tout cas, un biologiste humain dans une situation comme ça, il comparait avec ce qu'il sait déjà, même si c'est pas adapté puisque c'est extraterrestre. Mais on fait avec ce qu'on a. Et est-ce qu'on en linguistique, il y aurait la même procédure finalement, essayer à partir de ce qu'on sait des langues humaines, essayer de comprendre comment ces extraterrestres s'expriment, d'essayer de décrypter leur langage, qu'il soit écrit ou parlé. Oui, alors pas que à partir de la langue. Le point de départ, c'est quand même leur comportement physique. Parce que donc, comme tu disais, ils ne nous ressemblent pas. Mais il y a un passage dans le film où leur comportement ressemble au nôtre. C'est quand il y a une bombe qui va exploser, je ne sais pas si vous vous rappelez, et il y a un des heptapodes qui fait un geste avec un tentacule sur la vitre qui les sépare des humains. Et ce geste-là est significatif. Et la linguiste, le physicien ne le comprennent pas. Mais c'est vraiment là qu'est le premier signe de premier contact. Hein. C'est dans le geste de pointage. C'est-à-dire que si on essaye de communiquer avec des aliens uniquement par la langue, et par exemple dans le film uniquement par la langue orale, comme ils essayent de le faire au début, et finalement très très vite ils abandonnent parce que c'est impossible. Non, ce qu'il faut c'est du face-à-face. Et dans le face-à-face, le premier élément sur lequel on se base, c'est le geste de pointage. Et on en voit un équivalent quand Louise Banks porte un écriteau sur lequel il y a écrit « humain ». Ben, c'est une espèce d'équivalent d'un geste de pointage sur elle-même. Parce que dès qu'on peut faire un geste de pointage vers un objet, vers soi-même, on peut en même temps nommer, dire le mot qui correspond à cet objet ou à soi-même. Voilà. Humain. Et à partir du moment où on nomme avec un geste, l'interlocuteur peut se dire « Ok, je retiens le mot comme étant la désignation de ce qui m'a désigné avec son geste de pointage. » Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui n'apparaît pas dans le film, mais qui par contre est bien décrit dans la nouvelle, c'est que la deuxième étape, c'est qu'il faut comprendre la confirmation et l'infirmation. C'est-à-dire que après que l'extraterrestre ait fait un geste, par exemple, il faut essayer de lui refaire faire avec un autre objet pour voir si vraiment le mot est le même ou pas. Parce que si c'est le même, ça veut dire qu'on est sur une fausse piste. Si au contraire c'est un autre objet, on continue. Et on ne peut continuer à apprendre une langue comme ça que par essai et erreur, mais ça ne marche que si à chaque étape on a une confirmation ou une infirmation qu'on est bien sur la bonne voie. Et tu parlais il faut être en présentiel. Dans le film, ça s'est très bien montré. Au début, Louise Banks, quand le militaire lui donne un enregistrement, elle dit, ce qu'elle dit, ouais. C'est
absolument insuffisant. Je peux pas travailler dans ces conditions. Oui, et donc là, on voit qu'il faut que je les vois. Et donc ça, on voit tout de suite que ce film, de ce point de vue-là, est très bien éduqué du point de vue de ce qu'est la linguistique, la pratique réelle de la linguistique. Voilà, et alors après, la troisième étape, c'est tout un jeu donc, qui prend extrêmement longtemps à mettre en œuvre, qui est de commencer à apprendre un vocabulaire suffisant pour arriver à parler des objets courants. Alors dans le film, c'est pas facile parce que toute la communication se fait donc dans une espèce de couloir noir où il n'y a aucun objet et en plus la gravité est incertaine. Mais donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, il n'y a rien que les humains peuvent pointer et désigner par un mot. Dans la nouvelle, au contraire, il y a des scènes donc par écran interposé, je crois, où les extraterrestres sont dans un environnement qui est le leur, avec des équivalents de chaises et de tables, et donc ce sont les premiers mots qu'ils arrivent à apprendre l'un et l'autre, enfin, dans les deux sens. Alors après, et à la fois le livre et le film le disent, il y a des pièges évidemment parce que c'est très compliqué quand on ne connaît pas la langue d'arriver à comprendre un vocabulaire même de base. Ce piège, il est décrit par une anecdote avec des explorateurs qui arrivent en Australie, qui voient des indigènes, qui voient un animal qui bondit et qui porte des bébés dans une poche. Et donc, il demande aux indigènes, mais c'est quoi ça ? Et l'autre, il répond « kangourou ». Ah ok, c'est un kangourou et tout ça. Et plus ils apprennent la langue, plus ils s'aperçoivent qu'en fait, non, ils n'avaient rien compris, que kangourou, c'est la phrase qui veut dire « je comprends rien ce que vous me dites ». Si on n'a pas la confirmation et l'information, on ne peut pas détecter ce genre de cas. Donc cette anecdote, elle est fausse. On sait que ça ne s'est pas passé comme ça en vrai, mais elle illustre très très bien la difficulté du linguiste de terrain, parce que finalement, le premier contact avec un alien, c'est la même chose que le travail d'un linguiste de terrain, comme il y en a à l'heure actuelle, qui enregistrent des langues qui sont en voie de disparition et ainsi de suite. Même les contacts qu'on a pu avoir avec on appelle les peuples premiers, quand on ignorait encore leur langue, quand il a fallu la comprendre, il a fallu arriver et essayer de dialoguer avec ces êtres humains et de comprendre leur langue et de leur faire comprendre la nôtre éventuellement. Exactement. Et pour ça, il y a pas photo, quoi. Il faut passer énormément de temps avec eux pour s'immerger dans leur culture, pour comprendre l'usage qu'ils font des objets avec lesquels ils vivent, de leurs outils, de tout, quoi, hein, leurs aliments, etc., de manière à non seulement apprendre les mots qu'ils utilisent pour chacun de ces aliments, de ces outils, de ces objets, mais en plus pour comprendre les actions qui sont liées, les verbes, hein, parce qu'un verbe, c'est assez abstrait. Dans le film, on voit à un moment, ils essayent de faire apprendre aux heptapodes le verbe marcher. Et donc, on voit Louise Banks qui a un écriteau avec Yann Marsh, et Yann, le physicien, mime, enfin il marche quoi. Hein. Donc ils arrivent à apprendre des verbes uniquement par des mimes. C'est quand même assez complexe. Ça prend un peu de temps, c'est complexe. Et encore, je ne vous parle pas d'apprendre des notions abstraites telles que la justice ou d'autres, c'est-à-dire des termes qui réfèrent à des objets complètement abstraits. Comme il nous reste une dizaine de minutes, s'il y a des questions dans la salle, on va les prendre avec plaisir. Et sinon, on peut parler des plombes. Hein, c'est-à-dire, nous c'est bon, on a de la réserve. Donc, il y a des choses qui tombent de la verticale, c'est la gravité. Ceux qui manipulent la gravité, il ne faut pas les embêter, hein, je rappelle, attention. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle ? Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question. Est-ce qu'il existe des collections du même type, en fait, ou sur le même principe dans d'autres grands pays de SF ? Et si c'est le cas, est-ce que vous envisagez aussi de traduire des ouvrages ou vous resterez sur des
je dirais, des ouvrages créés en France? Des collections dédiées, à ma connaissance, ça n'existe pas. Enfin, j'ai pas une connaissance exhaustive du paysage éditorial mondial, mais en tout cas, moi, je n'en connais pas. Des traductions, c'est pas l'ambition de la collection. Après, on s'interdit rien par principe, hein, mais on part plutôt sur des créations. C'est quand même un petit peu plus excitant, ça permet l'échange, et je pense qu'on va, en tout cas dans un premier temps, se cantonner à ça. Après, on verra comment évolue. Il y a pas mal de... Alors effectivement, je pense qu'il y a des ouvrages, notamment anglo-saxons et américains, même plus particulièrement, qui font usage de la science-fiction ou des super-héros pour parler de science, et ils le font alors... D'abord, je ne crois pas non plus qu'il y ait de collection dédiée à ça. Il y a pu y avoir un certain nombre d'ouvrages qui utilisent ce ressort-là, narratif, disons, pour parler de science. En même temps, il y a une différence qui est, à mon avis, assez nette entre ce que moi j'ai pu faire quand j'utilise la science-fiction et l'ambition de cette collection, et ce que d'autres, alors notamment mes collègues et d'autres qui vont signer dans Parallax, ont pu faire. C'est que souvent, dans les ouvrages américains que je connais, ça reste au niveau descriptif. Magnéto, il a le pouvoir de manipuler le champ magnétique c'est ci, c'est ça, et voilà. Il n'y a pas de volonté d'essayer de quantifier, par exemple, l'intensité du champ magnétique que Magnéto doit être en marche, de mettre en œuvre pour déformer le Golden Gate Bridge. C'est-à-dire de faire un calcul qui aboutit à des nombres délirants, ça ne marche pas, mais ce n'est pas le point. D'essayer d'aller au-delà, de faire un calcul en ordre de grandeur, de faire ce qu'on appelle une enquête scientifique finalement, ce qui peut s'appeler dans la vie réelle, de la recherche scientifique. Donc là, l'ambition, c'est d'essayer vraiment, quand c'est possible, de mener cette enquête et de montrer par l'exemple comment fonctionne la discipline, comment un linguiste ferait en vrai devant un vrai extraterrestre. Ça ne s'est jamais produit. Et il y a des situations réelles qui se sont produites, qui ressemblent à ça. On parlait de ces peuples dont on ignorait les langues, dont on veut les décrire. Donc il y a une ambition qui est au-delà de l'analogie, de dire c'est marrant, Magnéto c'est un champ magnétique, la torche, c'est du feu, c'est de la combustion, c'est marrant comment il fait pour respirer, d'accord, mais on peut aller au-delà de ça. C'est un peu l'ambition, alors qui du coup peut paraître vu de loin un peu académique aussi, un peu pour les nerds et pour les gars vraiment branchés ou les filles vraiment dingues. Non, il y a aussi l'idée de partager la façon dont fonctionnent les sciences, les disciplines, et ce qu'elles ont comme pratique méthodologique quand elles s'emparent d'un problème nouveau, très bizarre même des fois, mais de me partager la méthodologie et de montrer que ce qui va définir les disciplines et la pratique scientifique en général, c'est pas son sujet d'étude. Si c'est de la physique, je vais étudier ça, ici et ça. C'est la façon dont elle envisage son sujet d'étude. Et qu'on peut faire de la science, pratiquer les sciences, alors en un niveau, disons, rudimentaire, en un niveau d'apprentissage pédagogique, en utilisant la science-fiction. Et c'est pas parce que c'est de la science-fiction que c'est pas de la science qu'on est en train de faire, au moins du point de vue méthodologique. Et j'ajouterais en s'amusant. En s'amusant, oui, bien sûr. En général, il y a des aspects qui sont assez rigolos. Moi, pour ce qui me concerne, en linguistique, j'ai regardé ce qui se faisait. Il y a eu 2-3 ouvrages qui sont parus sur la linguistique dans la science-fiction, en anglais essentiellement. Enfin, oui, en anglais, je crois. C'était pas dans des collections, c'était des travaux universitaires. Donc après, on rentre dans des thèses de doctorat. Certes, c'est intéressant, mais c'est plus difficile d'accès que ce que nous on fait. Hein. C'est 2 fois difficile. C'est dans une langue étrangère. Enfin, en tout cas, pour des francophones natifs, c'est une langue étrangère, l'anglais. Ce sont des ouvrages pas forcément faciles à trouver. Et en plus de ça, ils sont au niveau universitaire, donc ça tamponne tout de suite à un niveau stratosphérique pour la personne qui voudrait juste s'intéresser à ça. Donc l'ambition, c'est vraiment, quand ça existe en anglais, c'est de l'apporter au niveau, parce que nous, on a la compétence, enfin nous, les auteurs variés qui seront, et les autrices aussi d'ailleurs, qui seront dans la collection Parallax, on a accès à ces sources primaires, qui, si elles n'ont jamais été mises devant le grand public, on peut tenter le coup de la traduction aussi, de la mise à disposition de connaissances universitaires à un niveau grand public, parce que on a, en espère-t-on, à la fois la compétence de lire les choses dans leur langue d'origine, dans leur difficulté d'origine, et de les porter, de les simplifier sans être simpliste, de les simplifier, de les mâcher, et de montrer par l'exemple avec la science-fiction ce que sont ces choses pour le grand public. Monsieur, alors il y a des questions déjà plusieurs. Celui qui a le micro a la parole, malheureusement. A la parole, oui, mais surtout le pouvoir. Alors, monsieur ? Oui, moi j'ai une remarque et une question. Ah oui.
Donc la remarque, c'est par rapport à la nouvelle de Ted Chiang. J'ai pas vu le film, mais j'ai lu la nouvelle. Il y a un petit moment, il me semble qu'elle est plus complexe encore que les aspects linguistiques dont vous développez. Oui. Hein, on sait par exemple que les extraterrestres ont une vision de la mémoire qui n'est pas épisodique, mais qui est générale, qui porte sur toute la vie. Alors c'est évidemment, l'espèce humaine n'a pas ce pouvoir, encore que dans certains états pathologiques, on a des phénomènes d'hypermnésie. Oui, alors là, c'est à la fois un phénomène de mémoire, mais aussi de façon de créer leurs phrases, parce qu'ils ont, et c'est ce que comprend le physicien dans la nouvelle, et qui n'apparaît pas dans le film, c'est en leur montrant de la physique, en gros, il leur montre quelque chose qui est le principe de Fermat, et qui est non pas un principe qui règle les événements par cause et effet. La lumière va en ligne droite et quand elle arrive à une interface entre deux milieux, elle change de direction parce que la vitesse change. Donc il y a un effet, il y a cause et effet. Il y a une description de la trajectoire de la lumière en termes globaux, téléologiques. La lumière doit minimiser son temps de parcours du point de départ au point d'arrivée, et la trajectoire suivie est celle qui minimise le temps de parcours. Et donc ça peut être qu'un physicien, disons, qui propose ce genre de dessin, de diagramme, de proposition aux extraterrestres, qui là réagissent, alors que tous les autres choses de physiciens qu'il avait montrées, ils avaient dit bon, je comprends rien à votre truc, ça ne nous intéresse pas. Et donc ça a donné la clé de décryptage et l'écriture des extraterrestres, cette écriture circulaire. C'est une phrase qui décrit à la fois l'origine de la phrase elle-même et son action dans le présent, mais aussi ses conséquences dans le futur. Il y a une vision globale du temps. Et c'est ça qui est très intéressant dans la nouvelle de Ted Chiang, qui pousse deux fois les choses dans la physique et dans la linguistique. Et alors, dans la psychologie. Et dans la psychologie. Et dans la psychologie, bien sûr. Et dans la psychologie. En linguistique, pour compléter, Ted Chiang est vraiment très très fort, parce que il a résumé tout le principe des heptapodes avec ce que vous dites, hein, la mémoire de tout. Enfin, bon, après, il ne faut pas qu'on donne trop d'indices sur ce qui se passe à la fin. Mais achetez le livre aussi de Ted Chiang. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de sa nouvelle, il théorise ça avec la théorie des actes de langage, qui est une théorie très connue en linguistique pragmatique. Donc c'est la linguistique qui se rapproche le plus de la philosophie du langage, de la psychologie, etc. Et où il montre, donc en fait, quand on parle, on pose des questions, on donne des ordres. En fonction de cet acte-là, il y a une réponse de l'interlocuteur qui est adaptée. À une question, vous donnez la réponse. À un ordre, vous exécutez l'ordre. Bon. Et il y a des actes qui sont dits performatifs parce que c'est en les disant qu'on les fait. Par exemple, une promesse. Je vous promets de venir. Rien qu'en disant ça, je fais l'action de promettre. Et Ted Chiang, il conclut sa nouvelle en disant, chez les heptapodes, tous les actes de langage sont des performatifs. Et ça, c'est très très fin comme analyse. Voilà. Monsieur, vous avez lavé la main une fois. Je vais répéter votre question si vous n'avez pas le micro. Arrêtez la Un romancier dans votre parallaxe, un romancier a-t-il le droit d'insérer son grain de sel, de poivre, de piment avec les scientifiques? Est-ce qu'un romancier a le droit d'intégrer son grain de sel, poivre ou piment avec les gens et travailler ensemble? Alors, pour l'instant, nous, on est plutôt dans la dynamique de travailler. Les scientifiques s'emparent des œuvres qui sont déjà là et les travaillent à leur sauce, en étant bienveillants avec elles, parce qu'ils les aiment, ces œuvres. Évidemment, ils ne cherchent pas, ils sont pas méchants. Au contraire, ils sont bienveillants avec elles, parce qu'ils veulent s'en servir comme tremplin pour diffuser leurs connaissances. Donc pour l'instant, on est plutôt dans une dynamique où ce sont les scientifiques, alors encore une fois, on a bien compris au sens très large, qui vont s'emparer des œuvres ou des thématiques et qui vont les mâchouiller pour en faire quelque chose. On en est pour l'instant là, et la programmation future, elle est dans cette optique-là. Bon, après, on ne s'interdit pas plein de choses. Tout à l'heure, on parlait de traduction. Il y a un certain nombre de textes anglo-saxons, par exemple, un de Willy Ley, How to Build an Extraterrestrial, super intéressant, qui pourrait être traduit, qui n'a jamais été traduit en français, et qu'on pourrait traduire, commenter. Donc voilà, on va peut-être faire ça après. Pour l'instant, on essaie de faire des choses originales, parce que c'est ça que je trouve intéressant, de créer quelque chose de nouveau,
mais il y a plein de choses à inventer aussi avec ce concept-là. Et puis il faut, in fine, que les éditions Le Bélial s'écroulent pas sous le poids de Parallax qui les ruine, et donc il faut qu'il y ait un minimum de retour pour que, de sorte que Le Bélial dit oui, on va continuer pendant plusieurs années. Et j'ajouterais d'ailleurs que si il n'est pas prévu qu'on fasse des traductions, Parallax sera manifestement en revanche traduit dans d'autres langues, puisqu'on est en train de vendre les bouquins en russe, là par exemple. Voilà. Déjà en russe. Il y a aussi un travail qui sera peut-être fait, probablement fait, en fait, dans cette veine-là quand même, mais avec un travail déjà existant de Laurent Genefort, qui avait publié au Bélial un guide de survie à la rencontre extraterrestre, qui était plutôt un guide diplomatico-politique. Et s'inspirant de cette idée-là, avec Jean-Sébastien, on avait commis un texte... vous êtes à poil, vous voyez un extraterrestre, vous n'avez pas les gros guns, et l'extraterrestre, elle n'a pas les gros guns pour les dégommer de loin, vous le voyez. Qu'est-ce que vous en déduisez de son comportement et de sa tête? Vous en déduisez au regard de la biologie, la physiologie, la biomécanique terrestre. Il a des grandes jambes à la mode sauterelle, peut-être il court vite, il va falloir faire attention s'il vous poursuit. Il a des yeux, ça tombe bien, s'il vous attaque, visez les yeux. Il n'a pas d'yeux, c'est embêtant, c'est-à-dire il doit se repérer d'une façon ou d'une autre, mais je ne sais pas comment, donc son point faible, je ne sais pas où il est, comment je vais faire s'il m'attaque. S'il ne m'attaque pas, comment je me signale? Qu'est-ce que je dois faire pour me signaler? Ou au contraire, me cacher de ses sens. Donc il y avait un peu ce travail de rencontre avec l'extraterrestre qui fondait sur un pré-travail, disons, de Laurent Genefort, et on va probablement en faire dans un futur pas trop lointain, j'espère, un travail intégral psychologico, diplomatico, politico, juridico, philosophico, tout le bordel, holistico, parallaxo, intégral. Voilà. Donc bon, ça viendra un jour. C'est aussi un travail qui est un peu plus long parce que les gens ont leurs priorités, les auteurs, leur priorité d'écrire des œuvres pour vivre, les scientifiques ont aussi leur travail à côté et toutes leurs obligations. Donc voilà, cette chose-là risque d'arriver probablement peut-être avec Genefort et d'autres situations si l'occasion se présente, bien sûr. Il va falloir qu'on arrête, oui, c'est ça, je vois des signes... il faut qu'on arrête. Donc merci de votre présence, on est là, les œuvres sont là, merci à vous, merci de votre question.